laatste is wat je hebt meegemaakt, waardoor je zegt, en daar was voor mij gewoon toen Nou, dat is dus het breekpunt geweest. Je komt zo diep in die kringen. Je tekent ook eigenlijk ik heb niet met bloed getekend ergens voor, maar je tekent wel een contract voor je leven dat je zwijgt over namen van bedrijven, organisaties, personen. Dat is ook de reden waarom ik denk nog steeds leef. Je houdt je daaraan. Maar als het gaat om de meest erge dingen die ik heb meegemaakt. Ik heb net verteld over dingen waar ik stroomstoringen mee kreeg. Het geweten begon dus. Laten we het zo zeggen, ik zat in een opleiding tot psychopaat en ik ben gezakt. Ik heb het niet gehaald, ik ben geen psychopaat geworden. Dat geweten brak door. En het ergste wat mij overkomen was, dat was omdat ik zo'n goed aanzien had, zo succesvol was en zo vertrouwd was met mensen in deze wereld die dus op dat niveau speelden. Ik moet ook zeggen dat de meeste van deze mensen hadden een geloof wat afwijkt van het gemiddelde. Hè? Je hebt katholieken, je hebt protestanten, je hebt allerlei soorten van religies. Deze mensen, de meeste daarvan, hadden een Luciferiaans geloof. En dan kan iedereen zeggen, ja, geloof bestaat niet en God bestaat niet, alles bestaat niet. Nou, voor die mensen was het de waarheid en de werkelijkheid. Hun diende dus iets onstoffelijks. Hun diende wat zij noemden Lucifer. Mm-hmm. En ik kwam dus ook in die kringen. Alleen ik lachte erom, want het waren voor mij gewoon klanten. Dus ik kwam in wat ze noemden Satanskerken. Ik wou zeggen, we hebben het nu over het satanisme. Ja, okay. Ik kwam dus in Satanskerken, maar ik kwam zeg maar op route even langs, even buurten. En daar was dan op dat moment een heilige mis, hun heilige soorten mis. En dat was met blote vrouwen en wat drank en dit en dat. En ik vond het alleen maar leuk. Ik hechtte weinig of geen geloof aan hun geloof. Of ik was er eigenlijk niet eens van overtuigd dat het überhaupt allemaal wel bestond. Het was meer een schouwspel voor jou? Ja, ik zag gewoon de donkerte en de slechtheid en de diepte daarvan zit in de mens zelf. Ja. Ik koppelde het nog niet zo. Maar ook die kringen verkeerde ik dus in, omdat als gast zeg maar, omdat ik vond het allemaal wel leuk. Al die blote vrouwen en al die dingetjes die daar speelden. Het was het vrije leven. Maar er kwam een moment, toen werd ik dus uitgenodigd, daarom vertel ik dit ook, om mee te gaan doen aan offers in het buitenland. Dat was het breekpunt. Kinderen. Cathy O'Brien, qui est une victime, vraiment, à son corps défendant, des pires abominations qu'on puisse faire en matière de manipulation de l'esprit. Alors, il faut savoir qu'en préambule, finalement, on sait très bien que le projet Paperclip a permis aux Alliés de rapatrier les éminents savants physiciens, astrophysiciens allemands, nazis. Nazis, oui. Pas que dans ce domaine-là, aussi dans le domaine de la suggestion. Oui, tout à fait. On est au courant généralement du côté technologie des fusées, avec Werner von Braun et un certain nombre d'autres scientifiques nazis qui travaillaient sur les armes secrètes allemandes. Mais il y avait aussi tout l'aspect des scientifiques, mais je ne sais pas si on peut encore leur donner ce qualificatif-là, qui travaillaient sur l'esprit humain et qui, eux, ne travaillaient malheureusement pas dans des centres de primatologie, ils travaillaient sur un matériau, si je puis m'exprimer ainsi, directement humain. Ils avaient pratiqué ces recherches dans les camps de concentration et autres. Et ils avaient donc fait pas mal de découvertes sur le fonctionnement du cerveau humain. Ouais. Et donc, les Américains ont importé ce savoir chez eux et l'ont appliqué très rapidement dans leur service secret pour de multiples raisons. D'abord à titre expérimental et puis après à titre carrément fonctionnel. Oui, il y a cet aspect-là. Faut quand même savoir que les États-Unis se sont interrogés finalement avant les autres nations sur la façon de contrôler, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas d'avoir une action sur les masses pour faire fonctionner ce qu'on appelle
mais qui, à mon avis, ne mérite pas vraiment ce mot-là, la démocratie ou la société dans son ensemble, sans qu'il y ait trop d'anicroches, de difficultés et de choses comme ça. Brian, eh bien, on va croiser les plus grands noms de la politique. Tout d'abord, les présidents des États-Unis, quasiment tous. Voilà, c'est ça qui est assez ahurissant, parce que finalement, on connaît tous un peu l'histoire des États-Unis. On a des souvenirs récents d'avoir vu les présidents des États-Unis à la télévision, des gens comme Clinton, des gens comme Bush père, des gens comme Ronald Reagan et autres. Gerald Ford. Gerald Ford, tout à fait. Et à travers le livre, on découvre des personnages qui n'ont absolument rien à voir avec l'image publique qu'ils ont, ce qui est, on peut dire, souvent le cas finalement pour les gens publics en général, sauf que là, l'image est vraiment totalement différente. C'est-à-dire qu'on passe de gens qui ont l'air en public relativement normaux, voire même plutôt bien dans leur rôle de président. Et donc on découvre que ce sont de l'autre côté des monstres. On a le cas de Bush père qui est un épouvantable pédophile, Clinton qui est un trafiquant de drogue et un assassin tous azimuts, puisqu'il n'hésite pas à avoir même des listes de gens à abattre, même à l'époque où il était gouverneur de l'Arkansas. On découvre Gerald Ford, qui était une espèce de roi du porno, un porn king, comme ils disent aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il travaillait dans l'industrie de la pornographie et qu'il avait une place tout à fait prédominante dans ce milieu-là, ce qui est quand même ahurissant, en sachant que c'est quelqu'un qui, lui, n'a pas été élu puisqu'il a remplacé en fait, Nixon à l'époque où celui-ci a dû démissionner. Donc c'est un livre qui a eu beaucoup de succès. Il faut savoir qu'au début, quand ils ont donc imprimé le livre, qui était en soi, dans la forme, un dossier qui était destiné à être distribué et qui a été distribué à tous les membres du Congrès américain. C'est-à-dire que tous les membres du Congrès américain ont reçu un package qui comprenait l'histoire, le récit de Cathy O'Brien, le récit autobiographique de Cathy O'Brien, plus un certain nombre de documents déclassifiés, de preuves écrites sur un tas d'éléments de son dossier. Et donc, ils ont décidé d'en faire un livre dans le cadre de conférences qu'ils avaient organisées. Et c'est à partir de là qu'ils ont distribué le livre dont ils parlaient directement, et qui a connu un succès dans les sphères dans lesquelles ils intervenaient. Mais on ne peut pas parler d'un succès national au sens où c'est une info qui aurait été diffusée par toutes les grandes chaînes de télé américaines. Coast to coast, quoi. On imagine bien, oui. Est-ce que ça a changé des choses aux États-Unis, ce livre, pardon? Je pense que ça a changé des choses, et ça c'est plus raconté dans le volet qui suit cet opus-là, au sens où il y avait déjà un énorme problème avec les abus sur les enfants. Donc le problème de la pédophilie, où on trouvait des tas de parents qui étaient absolument désespérés et qui ne savaient plus à qui s'adresser, puisque toutes ces affaires étaient systématiquement étouffées. La justice bottait en touche, donc toutes les victimes se retrouvaient en général avec leurs bourreaux, et les parents qui assistaient impuissants à ça étaient à la limite obligés d'intégrer des espèces de réseaux underground pour essayer de s'en tirer plus ou moins. Mais ça restait quand même très timide. Et quand Cathy O'Brien est venue témoigner sur son histoire, et évidemment, puisqu'Alex Houston était lui-même mouillé dans des tas d'histoires d'affaires de pédophilie, dans des orphelinats et des choses comme ça, et ça a permis à tous ces gens-là de trouver enfin une espèce de tête d'affiche qui allait pouvoir un peu parler en leur nom. Ça nous fait penser un petit peu à ce qui se passe en Angleterre, avec cet animateur. On a l'impression que ça peut être les mêmes réseaux, finalement. Mais ce n'est pas des réseaux fondamentalement différents. Enfin bon, la pratique est hélas exactement la même. Mais ce qui est aussi très semblable, c'est que ça touche beaucoup d'élites. On n'est pas dans un cadre populaire, pauvre, où les gens sont dans une proximité telle que finalement ils en arrivent à abuser leurs propres enfants. On est très 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 éloigné de ça. Ce que voudrait nous faire croire finalement une certaine version officielle. On est dans des élites qui sont, à mon avis, sur un schéma d'abus d'enfants sur plusieurs générations. Si on prend les grandes familles royales, des grandes familles de la très grande bourgeoisie ou de l'industrie, on a là certainement des pratiques en termes de relations familiales qui se reproduisent depuis très longtemps et qui font que ces gens-là ne connaissent rien d'autre. Donc finalement, ils sont aussi amenés à chercher des victimes ailleurs, d'où l'histoire du fameux Savile en Grande-Bretagne, cette espèce de star de la TV qui avait les clés de je ne sais plus combien d'établissements psychiatriques où il venait lui-même abuser les enfants. Enfin, il y a des
des tas de gens ont développé les recherches là-dessus. Mais en tout cas, oui, c'est un phénomène absolument international. On a juste là qu'un exemple concret, mais on peut trouver dans tous les pays du monde des choses d'un degré aussi abominable. Une personne qui a souffert, qui a vécu un inceste, faut se dire qu'elle a une enveloppe corporelle qui est détruite. Moi, je prends une image, c'est comme une coquille d'œuf qui a été abîmée. Sachant qu'étant enfant, on est particulièrement fragile, on n'a pas les moyens d'un adulte pour se défendre. En même temps, on est sous la menace, on ne dit rien à personne quand on est enfant, et on était menacé. Et c'est vrai que moi j'ai choisi, j'ai toujours été, j'avais ce côté optimiste que j'ai en moi, et j'avais, j'avais un peu cette force d'oublier. En plus, on était dans un contexte familial très privilégié. Et là aussi, je pense que ça arrive beaucoup plus dans les milieux privilégiés que non privilégiés. Où les gens, du fait que des gens qui sont très brillants se croient... Vous dites que l'inceste peut se dérouler plus dans des milieux privilégiés. On a tendance à penser le contraire. On a tendance à penser le contraire parce que les milieux privilégiés le cachent plus. Mais je pense qu'il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui jouent de leur autorité et qui se croient tout permis. Et pour manipuler un enfant, il faut une certaine forme d'intelligence. Ce que je décris dans mon livre, mon père, il était extrêmement habile pour que les personnes autour de lui, de l'entourage, ne s'en aperçoivent pas. Il échafaudait des guet-apens, si on peut dire, que ce soit dans les chambres d'hôtel, dans son agence d'architecture. Il s'arrangeait toujours pour qu'il n'y ait pas de témoins. Tout ça se passait dans une famille où, de l'extérieur, tout était une famille brillante, très bien... Votre père était architecte ? Architecte, prix de Rome, et c'est vrai que dans le quartier du 6e, mes parents avaient une notoriété importante. Mon père connaissait André Malraux, qu'il était très ami avec Balthus, ce qui n'est pas sans rapport avec les actes commis. Il y avait... parce que dans le milieu artistique, il y a une certaine dérive où on passe de la beauté du corps à la limite sexuelle, elle est vite franchie. D'ailleurs, à propos de Balthus, il a violé sa propre belle-fille, qui n'a jamais obtenu gain de cause en justice. Mais et d'autres, il y a eu d'autres viols de personnes qui l'utilisaient pour faire ses tableaux, de modèles. Mais il était. Faut se dire que c'est un milieu qui est quand même protégé. Il n'y a rien à attendre au niveau de la justice. Voilà. Donc forcément, ce sont peut-être des gens qui se sentent un peu plus tout permis et qui savent qu'ils ont le droit, quoi. Ils ont le droit. Ils s'octroient le droit. Ils se croient supérieurs aux autres et ils se servent de leur. Tout le monde doit être à leurs pieds, et pour satisfaire leur... tout est bon pour satisfaire leur pulsion. Mais je suis heureuse de pouvoir le dire à l'avance devant vous ce soir, comme je le ferai à chaque fois que j'irai voir un juge. Je l'ai fait et j'ai essayé de le faire très souvent pendant 8 ans. Aujourd'hui, j'ai pris la décision de parler d'abord à la presse avant de me présenter devant un juge, de façon à ce que l'opinion publique française soit au courant de ce qui se passe. Mais ça vous protège d'une certaine façon. Me protéger, je vais vous dire très sincèrement, je pense que j'aurai une peau de banane qui glissera sous un camion, lequel sera écrasé par un avion, que j'aurai une balle dans la tête, que je serai suicidée, que je serai très déprimée. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, j'ai enfin la possibilité, après 8 ans, de dire ce à quoi nous avons tous à faire face, tous ici, nous les Français, nous avons à faire face à une organisation extraordinairement dangereuse et le gouvernement ne peut rien y faire. Alors, Antoine Schuller dit que son père va parler du financement du RPR, mais qu'en fait, il ne parlera jamais des réseaux supérieurs qui contrôlent tout ça. Alors vous en parlez pas beaucoup, mais vous commencez à citer des noms. Vous citez le nom de Lavandera, on vient d'en parler. Vous citez le nom de Gobi et le nom de Mimran. On veut des Français, nous.
Et alors, c'est pas des Français, bien sûr que ce sont des Français. Je Je me voudrais fais, en rajouter deux. Ouais. Choubaïs. Ouais. Choubaïs. C'est français, ça aussi? Non, ça c'est russe. D'accord. Et Morishita, c'est japonais. Ouais. D'accord. Je tiens à dire aussi que bien heureusement, et d'une manière que je n'attendais pas du tout, depuis 2 jours à Genève, j'ai vu au moins 4 hommes d'affaires extrêmement sérieux, extrêmement importants, qui m'ont amené environ 25 kilos de dossiers. Ouais. Je ne suis pas seule. Ouais. Il y a derrière moi et autour de moi en ce moment des gens qui spontanément vont venir dire ce de quoi ils ont été les témoins. Expliquer l'affaire Elf, expliquer l'affaire de l'OTS. C'est la balle, ça. Mais J'adore. c'est hallucinant Moi, cette histoire. j'adore. C'est fou, même moi. C'est-à-dire qu'en fait, au travers de ça, on a toute une méandre de choses autour. Enfin, Mais bien sûr. Ouais, mais c'est beau. Que Mais demande attends, le peuple, hein. mais cela dit, je prends un risque énorme en Oui. venant ici et en venant à dire tout ça. Ça ne m'amuse pas, j'ai rien à vendre, j'ai rien à Que ça des me emmerdes, rapporte que rien, des emmerdes et des coups à emmerdes. prendre, on est d'accord. Que Oui. des emmerdes et Oui, des ça, coups je suis à d'accord prendre. avec vous, oui. Je monte au créneau et je le ferai incessamment. Ils ont vraiment fait n'importe quoi avec mes enfants et ça, je le supporte pas. En fait, c'est la raison de base. C'est la raison de base. D'accord. C'est la raison de base. Tous les 5, non, Ouais. 4, voilà. Ouais. C'est-à-dire que Diego de la Vandera était malade en fait, il a eu un cancer du poumon. 2. Ouais. 2 cancers, voilà un enfant qu'on soigne, Quel âge il a, cet enfant? 27 ans. Voilà un enfant qu'on soigne en lui faisant des piqûres d'hormones mâles et auquel on donne une somme de 400 000 francs par mois pour avoir accès à toutes les drogues dont il a envie. Ouais. Quand on l'envoie dans un centre ici à Paris, il tombe sur un psychiatre qui lui dit « T'en fais pas Coco, je suis franc-maçon, tu peux tout me dire ». Il sait très bien qu'il est dans les mains de son père. Comment voulez-vous que cet enfant puisse venir à la surface, puisse exprimer ce qu'il a à dire, puisse sortir de la drogue et du désarroi dans lequel il est? Il n'a pas le droit de me parler. Mais enfin, Alors que vous l'avez élevé. Je l'ai élevé. Il n'a pas le droit, depuis 1994, il n'a pas le droit de me parler. Quand il me parle, il y a la Révolution et Didier Schuller rentre à Paris. Vous le croyez, ça? Moi, mon problème, c'est que c'est louable, hein, mais j'ai du mal à avoir de la peine pour cet homme-là, quoi, parce que... Pour Diego? Parce que je connais un Azouz, il habite pas loin, il est Non, à je te l'hôpital dis, de la voilà, Fontaine. t'as pas de la peine parce qu'il a 400 000 balles par lui aussi, mois. il a envie de se droguer. Mais certes, mais moi non exemple, plus. hein, par exemple. C'est pas ça qui me fait pleurer, on est bien d'accord. Cela dit, son problème reste le même. Est-ce qu'on se rappelle quand même qu'il n'y a que 15% de la population mondiale qui a un toit déjà? C'est exactement pour cela que je me bats. Si t'as pas compris que c'est pour cela que je me bats. En fait, c'est pour cela que la j'essaye de conjoncture... faire péter cette saloperie de mafia de merde. Sur la conjoncture, j'ai un problème un peu, mais je peux comprendre Non, certaines mais choses, c'est quoi. pour eux que je me bats. Je veux pas qu'on ait la révolution, je veux simplement avertir les gens, leur dire, vous voyez bien qu'il se passe des choses bizarres. Moi, je Il y a veux bien des qu'on gens ait la qui font un révolution, procès et ça mène à rien. Ouais. Moi, je veux Et bien puis qu'on- c'est repoussé. Et puis l'OTS, on n'en parle plus, ce sont des gens qui se suicident avec 9 balles dans le corps. Mais on nous prend pour des cons. Mais levez-vous, nom d'un chien. Levez-vous et venez dire, mais arrêtez de nous prendre pour des cons. C'est pas vrai, il se passe quelque chose. J'ai pas envie d'être là, ça me fait chier. Mais je suis obligée de le faire. Tu comprends mieux? C'était très glauque, personne ne comprenait ce qui se passait, et moi non plus d'ailleurs. Moi j'ai compris assez vite que c'était un piège à con, parce que la position où il m'a mise pour être interviewée n'était pas du tout celle qu'on m'avait dit que j'aurais. C'est-à-dire qu'en principe, je devais être toute seule. Et puis quand j'ai vu qu'il y avait Alain Prost, j'ai dit, là, il y a quelque chose. Mais Ardisson ne peut pas être dans la commune. C'est pas possible. Ou alors, où est-ce que je suis? Alors là, ça devient affolant. Et quand j'ai vu que je passais après Joe Star, là, j'ai vraiment compris que j'étais dans un piège à con. Et je me suis dit, mais là, je ne sais plus qui est qui et qui fait quoi. Et je n'avais qu'une possibilité, c'était de dire toute la vérité, le plus vite possible, et le plus de choses possible. Et surtout, essayer d'aller directement à balancer le plus vite possible pour me protéger. C'est une question de vie ou de mort, quand même. Hein. Donc, je n'avais qu'une seule stratégie, c'était filer droit, ne dire que la vérité, et la plus extrême vérité, et avec des choses qui n'y étaient pas du tout programmées pour être dans une émission de variété, bien entendu, puisqu'on m'a déplacée et qu'on m'a mise au milieu d'un truc où vous avez vu un montage. Donc c'était les extraits les plus hallucinés,
d'une interview qui faisait 28 minutes. Et ça, je ne sais pas combien ça a duré au final, mais un quart d'heure, je pense. Donc c'était un montage qui était fait véritablement pour qu'on ne comprenne rien, sinon qu'éventuellement j'avais pété les plombs et que j'étais une cinglée paranoïaque. Vous avez suivi cette affaire depuis le début, depuis les années 90, vous avez enquêté sur le terrain. C'était quoi cet ordre du Temple solaire? Est-ce que c'est une secte ou autre chose? C'est une secte et autre chose. Ouais. C'est-à-dire que l'image qui convient, c'est celle des poupées russes. Vous avez un noyau de gens dans une mouvance New Age, mystique, qui délirent et qui sont peut-être persuadés que s'ils se suicident, ils auront une vie meilleure sur la planète Sirius. C'était un des objectifs de la secte. Oui, non, ça existait. Et ça, on peut dire une secte. Mais il y a autre chose dans ce système de poupées russes. Vous avez bien autre chose. C'est-à-dire c'est un réseau, on va dire une société secrète qui est dans une mouvance templière, c'est-à-dire qu'on peut rapprocher d'une certaine franc-maçonnerie d'origine chrétienne. Et là, vous avez à chaque fois un système avec des grands maîtres plus discrets les uns que les autres. Et là, c'est très difficile d'aller enquêter pour savoir qui est responsable de quoi à l'intérieur de cette secte. Mais c'est facile de dire secte parce que ça veut dire que c'est en dehors de la société. C'est des fous de Dieu qui vont se suicider. En vérité, c'est un réseau qui était installé au cœur de la société. C'est bien la raison pour laquelle c'était si dur d'enquêter sur ce réseau. Alors, au-delà de cette secte ou dans cette secte ou à côté de cette secte, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des réseaux politico-mafieux, comme on l'a dit parfois? Il y avait surtout une mouvance on va dire, de sociétés secrètes, Rose-Croix, Ordre Templier, qui sont des gens très intégrés dans la société. Vous savez, ils ont parfois aussi, certains sont membres on va dire, de mouvements maçonniques. Donc, ils ont très peur de l'amalgame. Dès lors qu'il y a une enquête qui est sur une folie meurtrière à l'intérieur de cette mouvance-là, on veut surtout pas soulever la pierre, parce que si on soulève la pierre, on va découvrir des choses qu'on n'a pas envie de montrer. Alors, d'abord sur ces meurtres collectifs ou ces suicides collectifs, on a d'abord parlé de suicides collectifs, donc il faut quand même rappeler 48 corps carbonisés en Suisse, 16 morts au Vercors. Est-ce que pour vous, c'est un suicide, ce sont des suicides collectifs ou ce sont des véritables meurtres déguisés en suicide? Alors les juges et les policiers, quand ils enquêtent sur ce genre d'affaires, eh bien ils cherchent des responsables à accrocher, comme on dit pénalement, des gens qui pourraient être responsables. Ils ont d'abord découvert que non, ce n'était pas des suicides, sauf exception, que oui, c'était des assassinats collectifs et que les... Il y aurait des gens qui ont quitté les lieux des meurtres vivants, donc ça veut dire que tout le monde n'est pas mort. Ça, on n'en est pas sûr, mais en tout cas, la plupart des tueurs, des exécutants sont morts eux-mêmes, se sont suicidés, etc. Toute la question est de savoir s'il y a des donneurs d'ordre en dehors, des éventuels personnes présentes sur les lieux qui seraient parties. Mais malheureusement, la justice a besoin de certitude et personne n'a pu être accroché, comme on dit. Il y a eu des inspirateurs qui ont été poursuivis. Il y a un célèbre chef d'orchestre français qui a été poursuivi, qui a été ensuite relaxé. Deux fois. Donc il a été mis hors de cause par la justice. Bref. D'ailleurs, pour la justice française, c'est un dossier clos. C'est un dossier clos. Il y a eu des non-lieux. Enfin, il y a eu un procès, effectivement, de ce chef d'orchestre. Mais l'affaire n'existe plus. Il n'y a plus d'enquête qui continue. Depuis très longtemps. Et je pense que personne n'a intérêt à aller regarder de trop près dans ces réseaux. Il y a eu une commission d'enquête parlementaire qui a conclu que cet ordre du Temple solaire était une secte. Oui, il y a peut-être une secte, d'accord, c'est ce que je disais. Mais c'est la version officielle. Donc on va regarder une poupée russe et on va dire cette poupée russe-là, c'est une secte. Mais simplement, il y a d'autres réseaux de sociétés discrètes, très implantées dans la société. Il y avait en plus le fait que j'avais peur physiquement. Je ne sais pas ce qui est devenu Karen Mulder. C'est la même histoire. Elle parlait des mêmes personnes. Sauf qu'on l'a coupée carrément. Alors on lui a fait faire un petit disque pour la tamponner, et depuis. Donc elle sait que si jamais elle dit quoi que ce soit de ce qu'elle avait envie de dire à ce moment-là, elle aura un sort encore plus misérable que celui qu'elle a en ce moment. Donc elle a tout intérêt à s'écraser. Voilà, c'est tout. Mais elle a fait une tentative. Et elle en a payé ce qu'elle en a payé. Bon, on l'a amusé en lui faisant faire un disque, une promo, un truc. Mais attendez, alors tout le monde est dans la combine? Vous répondrez vous-même. En octobre 2001, une célèbre mannequin française a fait des révélations fracassantes lors de l'enregistrement d'une émission de télévision. Elle dénonçait sa présumée exploitation sexuelle par sa famille, son entourage et certaines hautes personnalités. Elle a déclaré avoir été violée par son père dès l'âge de 2 ans, disant s'en être rendu compte quelques mois auparavant. Ses souvenirs ayant refait surface sous forme de flashback.
Elle a également révélé qu'elle était régulièrement violée par ses employeurs, une célèbre agence de mannequins, par des personnes de son entourage et par des membres du Gotha, famille royale. Elle dira que l'oubli de ses sévices était dû à de l'hypnose ou à ce qu'elle pensait être de l'hypnose. Peu de temps après ces révélations lors de l'enregistrement d'une émission de télévision avec Thierry Ardisson, elle a donné une interview au magazine VSD, un dossier intitulé « Le cri de détresse d'un grand top modèle » paru en janvier 2002 dans le VSD numéro 1271. Le magazine révèle que cette femme a été reçue par le patron de la brigade de répression du proxénétisme et qu'elle lui a relaté des dîners organisés entre jeunes top modèles et, entre guillemets, vieux monsieur fortuné. Ça, il faut expliquer à nos auditeurs que pendant 30 ans, vous n'aviez pas de souvenir de ce qui s'était passé pendant votre enfance? Aucun. Et ça arrive, et c'est assez fréquent. En fait, pour survivre, l'amnésie est un moyen de... C'est une protection qu'on a au niveau du cerveau qui verrouille sur le plan psychologique, ce qui est impossible à surmonter. Mais même les gens qui ont un accident de voiture, fréquemment, ils ne se rappellent pas la scène de l'accident. Et je pense que l'inceste, c'est un peu pareil. En fait, il y a des images qui étaient complètement occultées et qui sont revenues, mais grâce à un travail thérapeutique très approfondi. Justement, alors donc, tous les morceaux, paroles et musique sont de Daniel Schenvel, sauf un où les paroles sont de vous, une chanson en anglais, contrairement aux autres, qui est une chanson assez dure et qui parle un petit peu de l'expérience que vous avez vécue ces dernières années. Tu peux me traiter de folle, je m'en fous. Je pensais que tu étais mon ami, que tu m'aimais, mais maintenant je vois le jeu tordu que tu joues. Je suis fier d'être ton ennemi, c'est assez violent quand même. Et si tu es chrétien, tu brûleras en enfer. Ce que tu m'as fait te reviendra. Ça s'appelle Divine Justice, ce morceau. Hein? Bah ouais. C'est bien. Oui. Celui-là, vous l'avez fait vous-même, hein? Oui, je l'ai fait très vite en plus. Ça Ouais. m'a pris 45 minutes à le faire. Ouais. Ouais, je crois que ça venait du fond du C'est cœur. quelque chose que vous aviez envie de... Non, mais c'est aussi quelque chose dans lequel j'aime croire, parce que c'est vrai que on n'a que à allumer la télé pour voir que la justice sur Terre n'existe pas vraiment. Donc moi, j'aime bien penser que quand on fait du mal dans la vie, à un moment ou un autre, ça revient, ou on le paie d'une façon ou une autre. Alors, cette chanson, évidemment, s'adresse à tous ceux-là, à tous ceux qui vous ont lâché à l'époque. Ah non, mais moi, la justice divine, je n'ai pas du tout écrit ça par rapport à des gens qui ont pu entendre mon histoire. Je parle de ceux qui me l'ont fait subir, c'est pas du tout pareil. Ouais. Dans ce que vous disiez à l'époque, il y avait finalement des choses qui étaient un peu délirantes et des choses vraies également? Oui, la plupart des choses étaient vraies, et puis il y avait des choses où, à un moment donné, la vérité est tellement grande qu'on dit des conneries aussi. Ouais. Mais ça n'empêche pas que la vérité est là. Ça explose un peu dans la tête quand tout d'un coup tout vous tombe dessus, mais Voilà. c'est tout quoi. J'aurais pas eu un témoin avec moi, j'aurais jamais osé en parler. J'aurais jamais, on aurait dit, là, vous voyez bien qu'elle est piquée quand même. Non, j'ai un témoin, lui, il était terrorisé. Alors. Il m'a dit, j'aurais jamais imaginé un truc pareil, c'est fou. Et l'OTS, on va mettre un chapeau par-dessus, on ne saura jamais, ils se sont suicidés, avec 9 balles dans le corps. Ça fait 54 morts. Moi, je peux pas me taire, là. Des enfants, là-dedans, qu'est-ce que c'est que cette boucherie de pognon? Du pognon? Oui, il faut toujours chercher ça aujourd'hui. Quel est l'intérêt, quel est l'argent? Et à partir d'une certaine somme, on peut tuer 100 personnes. Mais sans nombre d'une hésitation. Alors un coup c'est en Égypte, un coup c'est en Angleterre, un coup c'est en Suisse, un coup c'est une secte, ou bien c'est un attentat, ou bien c'est... Non, rien à foutre. Rien à foutre. That was the beginning. That was the beginning. But before the war and during the war, American industry was sitting there on the same table like we now, making deals with the Nazis. U.S. Standard Oil and IBM and... all these companies right. involved. Yeah. And in the battlefield, there we have the energy. Right. There was the blood suffering. sacrifice.
They were sacrificing children. Yes. A lot. Let's talk about this. Because essentially banking is the mechanics of control over humanity. It's the main one. Yes. It's really the main one. But the objective of banking is to control and create scenarios where blood sacrifice takes place. On top. Because war, disease, and poverty equates to blood sacrifice at the collective level. And this is all because of the bastards right. Who live out of this fourth dimension. Right. This is about what I call the Luciferians. Right. And they call them also jinns and the fallen angels. They have so many names. But they, on the moment we have a fight, an argument who is going out of control, we create negative emotions. Yes. And they live on it. Yes. They suck on it Yes. all the time because they are now also around us. They're everywhere. Yes. And especially in finance, because I did it a lot. Unfortunately, I did it a lot. I was serving them like hell. Because I was in the middle of financing also, I mean, it was not my money, but I arranged everything for them to create wars, to create actually all the sacrifice. You transcended, you transmuted that experience, Ronald. You are pioneering precisely because you did transmute that experience into some beautiful chemistry. But the problem is it's still there. It's daily there. And people, I don't know, people are not aware. People have to wake up. Let's talk about the soul contract. Let's talk about the soul compact and covenant that we engage. You know, with this third temple, search for it. All the world leaders are already calling for it for many years. The New World Order, their New World Order. That's the program. It's combined with the finance system to have us completely slaved, without of cash, all digital, to put us in a digital cave, completely, deciding if they like you or not. Including Oscar winner Kevin Spacey, actor Chris Tucker, and even Bill Clinton. They were all flying to Africa on a humanitarian mission, and Jeffrey Epstein had given them the use of his jet. La vérité est tellement grande qu'on dit des conneries aussi. Ouais. Mais ça n'empêche pas que la vérité est là. Ça explose un peu dans la tête quand tout d'un coup tout vous tombe dessus, mais voilà. C'est tout quoi. Ouais. Si les gens n'ont pas voulu l'entendre, si les gens ne veulent pas savoir, ils vont en avoir les effets aujourd'hui. Et ils les ont déjà, les effets. La France est quasiment en faillite, il ne faut pas se poser la question. Qu'est-ce que c'est devenu? C'est parti où? C'est fait comment? Qui prend les décisions? Tant qu'on n'aura pas la démocratie directe dans ce pays, tant qu'un homme politique a le pouvoir de décréter quelque chose, il est achetable. C'est aussi bête que ça. Et quelquefois, il est acheté. Alors pour le moment, si tu veux, on est en réveil d'hypnose. On est en train de se réveiller du rêve. C'est très douloureux. Parce que le rêve était plus confortable. Le rêve, c'était la vie est à l'extérieur, elle est dure, mais si tu te conformes à certains principes, si tu obéis bien aux règles, ce ne sera pas trop dur pour toi, et même après éventuellement au paradis, ce sera mieux. On est en train de se réveiller de cette hypnose.